Depuis ces 5 dernières années, ça n'a été que Liam et moi. La grossesse de ma femme avec lui n'a pas été facile, en raison des problèmes de santé qu'elle avait connus toute sa vie. Tous les médecins qu'elle avait consultés lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais tomber enceinte. Elle fit face à cette mauvaise fortune bon cœur et essaya d'en plaisanter en me disant que nous devrions peut-être juste adopter une portée de chiot à la place. Mais malgré ses efforts, elle n'arrivait pas à me dissimuler la tristesse gravée dans ses yeux. Elle adorait les enfants, et l'idée de ne pas en avoir un jour lui déchirait le cœur. Nous avons discuté d'autres options bien sûr, comme l'adoption, devenir parent d'accueil. Nous étions ouverts à toutes les propositions. Nous avions même prévu un rendez-vous avec une agence d'adoption lorsqu'un miracle se produisit. Ce miracle s'appelait Liam. Contre toute attente, Hélène est tombée enceinte. Ses médecins n'en revenaient pas. Cela n'était même plus envisageable dans nos esprits. Mais du jour au lendemain, nous étions là, en train de parler de transformer notre deuxième chambre en chambre d'enfant. Puis nous nous sommes mis à planifier nos horaires de travail pour nous assurer que l'un de nous soit toujours à la maison avec le bébé. Les complications ont commencé environ 4 mois après le début de la grossesse. Nous avions rendez-vous toutes les 2 semaines à l'hôpital pour effectuer des tests et différentes procédures. Hélène s'est montrée incroyablement sereine durant toute cette période. J'étais devenu à moitié hystérique, inquiet à propos de chaque petite chose, pendant qu'elle restait simplement allongée sur le lit d'hôpital, caressant son ventre devenu de plus en plus gros avec un sourire sur le visage. Elle me disait que tout finirait par s'arranger et que les problèmes et les difficultés que nous rencontrons finiront par n'être plus que de mauvais souvenirs. Elle est entrée en travail tôt, quelques jours seulement après la 31e semaine. Elle s'est dandinée dans la cuisine et m'a dit d'un ton très calme et très terre-à-terre que le bébé allait arriver. Nous avons récupéré le sac que nous avions préparé quelques semaines plus tôt et les clés de la voiture pour partir au plus vite à l'hôpital. 6 heures plus tard, Liam était là. Il était si petit et je pouvais sentir mon cœur fondre la première fois que je l'ai vu. Le médecin l'a immédiatement placé dans une couveuse où lui et une infirmière ont commencé à s'occuper de lui. Une autre infirmière m'a empêché de m'approcher de trop près pour s'assurer que je ne les gênerais pas. L'activité s'est soudainement arrêtée quand le son le plus merveilleux a rempli la pièce. Notre fils s'est mis à pleurer. Le médecin m'a informé qu'en raison de la taille de Liam, il aurait besoin de passer quelques semaines dans l'unité de soins intensifs pour nouveau-né, mais que d'après ce qu'il pouvait voir, l'enfant irait bien. Je me souviens d'avoir été tellement soulagé que j'ai dû poser une main sur le lit pour m'appuyer. Mes doigts venaient de toucher la couverture lorsque l'alarme du moniteur d'Hélène s'est déclenchée. Liam et moi l'avons perdu en moins d'1 heure. Ce n'était pas quelque chose que le personnel de l'hôpital avait mal fait et ce n'était rien que nous aurions pu prévoir. Le stress du travail et de l'accouchement avait été trop dur pour elle, et elle subit un arrêt cardiaque. Le personnel fit de son mieux pour la sauver, mais en vain. Elle n'a jamais pu tenir Liam dans ses bras avant son départ. Je n'ai pas pu la pleurer autant que je l'aurais voulu. J'étais maintenant devenu le père et la mère en même temps. Et ce qui comptait maintenant, c'était ce petit bébé en soins intensifs. Les semaines suivantes ont été consacrées à aller au travail, à y bosser pendant mon quart et à retourner immédiatement à l'hôpital pour m'asseoir avec Liam toute la nuit avant de repartir le lendemain. Peu de temps après sa sortie de l'hôpital, j'ai obtenu un poste dans une nouvelle entreprise. Ça payait moins, mais ça me permettait de travailler à domicile. Sans vraiment beaucoup d'aide de l'assistance familiale, j'avais besoin d'être là pour lui à tout moment. Après tout, il n'y avait plus que lui et moi maintenant. Je souhaitais tellement qu'Hélène puisse voir cet enfant incroyable que nous avions fait ensemble. Il est aimant, énergique, drôle, déroutant et bien plus. Il est tout ce que nous aurions pu espérer de meilleur. Il avait aussi une imagination très vive pour son âge, ce qui explique en partie pourquoi je ne l'ai pas cru lorsqu'il m'a dit pour la première fois qu'il recevait la visite de quelque chose pendant la nuit. Il a fallu un certain temps pour arriver à ce point, mais nous nous sommes installés dans une routine chaque soir. Nous dînions ensemble, sortions environ 1 heure pour marcher dehors, puis je lui prenais son bain avant de le coucher pour la nuit. Il se couchait à peu près tous les soirs vers 20 heures, mais si vous avez des enfants, vous savez qu'aucune routine n'est infaillible. La première nuit où il a été visité, je n'ai réussi à le mettre au lit que vers 21 heures. J'étais en train de travailler à mon bureau quand j'ai soudain entendu Liam crier pour que je vienne le voir. J'ai honte d'admettre que ma première réaction a été de me sentir irrité, car normalement, quand il criait comme ça, c'était pour essayer d'avoir un dernier verre d'eau pour me dire qu'il n'était pas fatigué, qu'il n'arrivait pas à dormir. Cela se produisait environ 2 fois par semaine. J'ai dit que j'avais un enfant formidable, pas un enfant qui n'était pas sujet à certains comportements caractéristiques des enfants de son âge.
Quand il a crié la deuxième fois, je me suis levé si vite que ma chaise a basculé en arrière. Il y avait de la panique dans sa voix. Je me dépêchai de monter le petit escalier menant au deuxième étage et ouvris sa porte à la volée. Ma main se dirigea immédiatement vers l'interrupteur. Liam était assis dans son lit avec des larmes coulant sur son visage. La jambe gauche de son pantalon de pyjama était relevée et ses mains étaient pressées contre sa peau. Les draps et la couette de son lit étaient étalés sur le sol. Je me suis précipité vers lui et je me suis allongé à côté de son lit. Il a immédiatement jeté ses bras autour de mon cou et s'est mis à sangloter. Ses pleurs étaient si intenses qu'il s'est mis à tousser de façon incontrôlable. Je l'ai enlevé de moi et je l'ai posé sur ses genoux pour lui permettre de reprendre son souffle. Nous sommes restés là un bon moment, lui pleurant et reniflant bruyamment pendant que je lui caressais doucement les cheveux en lui disant que tout allait bien. Quand il s'est finalement calmé, je l'ai assis sur le bord du lit et j'ai retiré doucement les mains de sa jambe. Il y avait 3 fines griffures dessus. Elles n'étaient pas profondes, mais elles laissaient percevoir quelques minuscules gouttelettes de sang. Je lui ai demandé doucement ce qui s'était passé. Il est resté silencieux. Je lui ai demandé à nouveau, et cette fois il a levé la tête pour me regarder dans les yeux. « Bonne nuit m'a fait mal », m'a-t-il dit d'une petite voix. Je le regardais avec confusion. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre comme réponse, mais certainement pas ça. « Bonne nuit ?» lui demandai-je doucement, comme ce que je te dis tous les soirs avant d'aller dormir. « Bonne nuit » a répété Liam. Il m'a griffé comme un méchant chat. Juste après son 3e anniversaire, il s'est fait griffer par le chaton d'un voisin alors qu'il essayait de jouer avec lui. Les griffes n'avaient pas réussi à percer sa peau, mais l'incident lui était resté en mémoire. « Je suis désolé mon grand, je ne comprends pas. Es-tu en train de me dire que Bonne Nuit est le nom d'un chat ?»« Non, pas un chat. Bonne Nuit est un monstre, papa. Il m'a fait mal. » J'ai regardé les égratignures. Elles étaient évidemment réelles, mais manifestement elles n'avaient sûrement pas été causées par un monstre. Quelque chose d'autre était sûrement arrivé. Je veux qu'il soit clair que je n'ai jamais pensé une seconde que mon fils me mentait. Bien sûr, il me cachait parfois des petites choses, comme n'importe quel enfant de 4 ans aurait pu le faire, mais il ne m'avait jamais menti quand c'était important. De plus, il était tellement apeuré que la situation ne s'y prêtait pas. Prenant Liam dans mes bras, je l'ai porté dans la salle de bain et j'ai sorti la trousse de premiers soins de l'armoire. Alors que je l'asseyais sur le couvercle des toilettes et que je m'apprêtais à lui nettoyer ses plaies, j'ai compris la gaffe que j'avais faite. Ces derniers temps, j'avais oublié de lui couper les ongles après lui avoir donné son bain. Il avait peut-être dû se gratter dans son sommeil. Cela l'avait réveillé au milieu d'un cauchemar et son esprit encore à moitié endormi a dû interpréter tout ça comme si un monstre l'avait attaqué. J'ai rapidement pensé les égratignures avant de lui couper les ongles. Il s'est calmé à ce moment-là et je l'ai serré dans mes bras avant de le ramener dans sa chambre. Quand je suis allé le remettre au lit, cependant il m'a tenu si fort que j'ai failli basculer en avant. Il refusait absolument de dormir dans sa chambre cette nuit-là. Nous avons fini par nous endormir ensemble sur le canapé dans le salon, et au moment où il s'est réveillé, il était redevenu lui-même. Les événements de la nuit précédente se firent petit à petit oublier. C'était un samedi, et comme je n'avais pas de boulot à faire ce week-end, j'ai décidé d'aller au parc avec Liam. Nous avons passé toute la journée à jouer sur l'aire de jeu et à barboter dans le lac. Au moment où nous avons quitté le parc et nous sommes rentrés chez nous, nous étions tous les deux épuisés. Il s'est endormi dans son siège auto à quelques minutes de la maison. Je l'ai porté jusqu'à son lit. Il est resté profondément endormi pendant que je le mettais au lit. J'avais prévu de le laisser dormir environ 1 heure. Il n'avait pas encore pris son dîner et je savais que s'il faisait une trop longue sieste, il serait presque impossible de se rendormir pour lui cette nuit-là. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongé sur le canapé pour me reposer un peu. Ma pause ne dura pas longtemps. Liam venait de crier. Ce n'était pas comme la dernière fois. C'était un hurlement rempli de douleur et de terreur. J'ai crié son nom en sautant dans les escaliers et j'ai fait irruption dans sa chambre. Liam était assis en boule sur le sol, les bras autour des jambes et ses yeux étaient larmoyants. Il se balançait lentement d'avant en arrière. Il me regarda avec une expression vide, comme si son esprit s'était réfugié dans un endroit si lointain qu'il s'était coupé de la réalité. Je l'ai pris dans mes bras et, ce faisant, j'ai ressenti quelque chose de chaud et humide sur ma main. Je l'ai retiré de son dos et j'ai vu qu'il y avait du sang sur mes doigts. Comme je l'avais fait la nuit précédente, je l'ai porté dans la salle de bain et j'ai allumé la lumière. J'ai immédiatement vu son dos se refléter sur le miroir au-dessus du lavabo et j'ai eu la sensation que de la glace coulait dans mes veines. Sa chemise avait été lacérée et du sang en coulait. J'ai posé Liam sur le comptoir à côté de l'évier et j'ai soulevé la chemise pour regarder son dos. Il n'a pas réagi pendant que je l'examinais et j'ai compris qu'il était sûrement en état de choc.
Sur son dos, il y avait 3 plaies, chacune d'elles espacée à peu près à la même distance que les égratignures de la dernière fois. Mais celle-ci était plus profonde et saignait abondamment. Je les ai désinfectées et pansées aussi vite que j'ai pu avant de l'emmener pour l'installer dans la voiture. Cette fois, les coupures étaient trop sérieuses pour que je m'en occupe seul. Il avait besoin d'un médecin. Le trajet jusqu'à l'hôpital était une torture. J'avais rembourré son siège auto avec une couverture pliée pour essayer de soulager la pression sur son dos, mais il s'est mis à crier de douleur pendant tout le trajet. Une fois à l'hôpital, l'infirmière derrière le bureau des urgences nous a immédiatement fait signe de passer la porte lorsqu'elle a vu le dos de Liam. Elle a couru chercher un médecin pendant que je le déposais soigneusement sur une civière à proximité. Je l'ai étreint du mieux que j'ai pu sans lui toucher le dos et je lui ai dit que tout allait bien se passer. Je sais que ça fait mal, mon petit bonhomme, mais je dois te demander quelque chose. Qu'est-il arrivé ? C'est bonne nuit, me répondit-il d'une voix neutre. Bonne nuit m'a fait mal. Je n'ai pas eu le temps de l'interroger davantage. Le médecin est arrivé et elle a jeté un coup d'œil au dos de Liam avant de dire à une infirmière de le conduire dans une salle d'examen à proximité. Je les ai suivis, mais le médecin m'a dit qu'il valait mieux que j'attende dehors. Elle est ensuite allée au bout du couloir et quand j'ai jeté un coup d'œil, je l'ai vue regarder dans ma direction pendant qu'elle parlait avec un agent de la sécurité. Si j'avais réfléchi un peu, j'aurais compris ce qui était en train de se passer. Mais à cet instant, j'étais trop inquiet pour Liam pour penser à quelque chose d'autre. Le médecin est alors revenu dans la salle d'examen tandis que l'infirmière en ressortait. Elle m'a ensuite demandé de l'accompagner. J'ai protesté, bien sûr, mais elle m'a précisé que je devais venir avec elle et répondre à quelques questions avant de pouvoir voir Liam. Elle a commencé par me demander s'il y avait des animaux de compagnie dans la maison, ce à quoi j'ai répondu qu'il n'y en avait pas. Elle voulait ensuite savoir si Liam était avec quelqu'un d'autre lorsque les blessures s'étaient produites. Quand je lui ai dit que ce n'était pas le cas, elle a poursuivi en me demandant si j'avais bu aujourd'hui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Le personnel de l'hôpital essayait de déterminer si c'était moi qui avais blessé mon fils. Puis, un homme en costume gris est entré dans le couloir et s'est arrêté à côté de nous. Il s'est présenté comme étant un travailleur social et a déclaré que c'était son travail de s'assurer que Liam était en sécurité et recevrait les meilleurs soins possibles. Il s'est mis à m'interroger à son tour et j'ai répondu du mieux que j'ai pu, mais il avait l'air sceptique. Le problème est que je ne pouvais pas leur expliquer ce qui s'était réellement passé, car je n'en avais aucune idée. Quelque temps plus tard, le médecin est ressorti de la pièce et m'a informé que si l'une des coupures était peu profonde, les 2 autres avaient nécessité des points de suture. J'étais furieux. Je n'étais pas contrarié qu'elle avait suivi le protocole et avait fait ce qui était médicalement nécessaire. J'étais en colère d'avoir été tenu à l'écart tout le temps, au lieu d'être là à pouvoir le réconforter. Elle s'est tenue là calmement pendant que je criais à moitié, et une fois que je me suis calmé, elle m'a dit qu'elle recommandait à Liam de rester à l'hôpital pour passer la nuit en observation. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai demandé aussi calmement que possible si je pouvais rester à ses côtés. Elle n'a pas répondu, mais l'assistant social l'a fait. Il m'a dit d'un ton professionnel qu'en raison de la nature des blessures, il allait prendre Liam sous sa garde cette nuit pendant qu'il travaillait pour en déterminer l'origine. Son ton était peut-être agréable et mesuré, mais l'implication derrière ces mots était très claire. « Vous pensez que c'est moi qui ai blessé Liam ?» lui demandai-je, repoussant une deuxième vague de colère. « Je ne ferai jamais de mal à mon fils. Si vous pensez une seconde que je vais vous laisser, ça suffit, » me coupa-t-il. « Il faut vous arrêter là. Je n'ai pas pris de décision d'une manière ou d'une autre sur l'origine de tout ça. Mais je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de parents violents et que vous ne me paraissez pas comme l'un d'entre eux. J'ai une procédure à suivre cependant. Ce qui est le mieux pour le moment, c'est que vous rentriez chez vous pour la nuit. Reposez-vous et laissez-moi faire mon travail afin que nous puissions mettre tout cela au clair. » Il m'avait pris au dépourvu. Je le dévisageais un long moment avant d'acquiescer. Tout ce que je ferais en dehors de ces consignes pourrait compromettre ma situation. Même si le fait d'être séparé de Liam cette nuit me rendait malade, l'idée qu'il finisse par conclure que j'étais le coupable et qu'on me le prenne définitivement était bien pire. J'ai de nouveau hoché la tête et il m'a tapoté l'épaule. Il m'a dit de revenir le lendemain matin et de le demander à la réception, puis il s'est dirigé vers la salle d'examen. Alors qu'il ouvrait la porte, j'entendis clairement Liam m'appeler. J'ai quitté l'hôpital avec le sentiment que tout s'effondrait devant mes yeux. Je suis entré chez moi et je me suis immédiatement dirigé vers la chambre de Liam. J'étais déterminé à comprendre ce qui lui était arrivé. Les égratignures sur sa jambe auraient pu être expliquées, mais les coupures sur son dos étaient une toute autre affaire. Il n'avait pas pu atteindre cette partie de son corps. Même s'il l'avait pu, il n'y avait aucun moyen pour lui de se faire des blessures aussi profondes. Quelque chose avait dû arriver. J'ai retourné sa chambre à la recherche de réponses. Une vis ou un clou qui dépassait contre lequel il s'était appuyé, un bout de lit cassé que je n'avais pas remarqué,
Un indice qui aurait pu m'aiguiller vers une piste, n'importe quoi. J'ai examiné chaque centimètre de la pièce de haut en bas, mais rien. Je n'avais rien trouvé qui aurait pu causer ces blessures. Dépité, je me suis appuyé contre le mur pour glisser sur le sol. Cependant, quelque chose a attiré mon attention et j'ai tendu la main pour ramasser un petit canard en peluche. Son tissu était jaune délavé et, dans l'ensemble, il avait l'air un peu usé. Mais je pouvais toujours facilement l'identifier comme étant le premier jouet qu'Hélène avait acheté à Liam. C'était juste après que nous ayons découvert qu'elle était enceinte. Elle l'avait nommé Monsieur Quack. La fatigue de la journée m'avait rattrapé et j'ai commencé à piquer du nez. Je sentais mes paupières s'alourdir à chaque battement de mon cœur. C'était une bonne chose, pensais-je. Je dormirai un peu, puis j'irai à l'hôpital aux premières lueurs du jour. C'est alors que j'ai vu une créature debout dans le coin de la pièce. Quelques minutes auparavant, il n'y avait rien là-bas, et maintenant, il était là. Il avait un long corps gris et courbé sous le plafond. Ses membres étaient extrêmement longs et fins. Ses deux bras se terminaient par 3 longues griffes qui devaient s'étendre à une trentaine de centimètres de ses mains. Son visage était large et son cou allongé. Ses lèvres craquelées étaient tirées en arrière dans un étrange rictus, exposant des grosses dents blanches. Ses yeux sans paupières étaient de la grosseur d'une boule de billard, et le noir en leur centre reflétait une étrange lueur. Une bave sombre dégoulinait lentement de ses mâchoires alors qu'il me regardait. Grinça la créature dans un ton rauque et grave. Mon corps entier sursauta alors qu'il se dissipait. J'étais assis sur le sol, seul dans la pièce, le cœur battant à tout rompre et à moitié essoufflé. La créature avait disparu sans laisser aucune trace. Les endroits où la bave était censée avoir dégouliné étaient propres. J'aurais pu essayer de rationaliser ce que j'avais vu en me disant que c'était une hallucination. Le problème était que je l'avais vu avec tellement de détails que je savais que c'était réel. Pour moi, il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était incroyable, mais j'étais sûr qu'il était là dans le coin de la pièce en face de moi quelques secondes auparavant. J'ai repris mon souffle et ma panique a été lentement remplacée par un vertige lorsque j'ai pris conscience de ce qui s'était passé. Liam avait également vu cette créature. Il s'était tenu au-dessus de mon fils de 4 ans avec son allure cauchemardesque. Et il lui avait infligé des blessures. Je ne pouvais pas imaginer à quel point il avait dû être effrayé. Bonne nuit. Liam l'avait appelé Bonne nuit. Il a dû lui dire la même chose qu'à moi. Je me suis levé et j'ai quitté la chambre en refermant la porte derrière moi. Je me suis ensuite précipité dans la salle de bain pour vomir dans les toilettes tout ce que j'avais avalé hier. Une fois mon estomac vide, je me suis lavé la tête à l'eau froide. J'étais étourdi et je sentais mes jambes trembler. Il y eut un bruit sourd à l'intérieur de la chambre de Liam. J'ai sorti ma tête par la porte de la salle de bain pour jeter un coup d'œil en direction de la chambre et j'ai pu voir que la poignée tournait. Il y eut un clic et la porte s'ouvrit lentement. Le visage de Bonne Nuit dépassait à moitié de la porte alors qu'il me souriait. J'aurais voulu partir en courant, mais à cause de la peur et de ma faiblesse, je suis resté bloqué là à regarder Bonne Nuit presser sa tête contre le cadre en bois de la porte. Il avait l'air trop grand pour passer par l'ouverture. Puis Bonne Nuit s'est mis à pousser sa tête plus fort. Son visage s'étira en arrière alors que la tête commençait lentement à sortir du cadre. On aurait dit qu'il était fait de caoutchouc. Répéta-t-il alors que je le dévisageais. Je devais partir, et je devais le faire rapidement. Une partie de la tête du monstre dépassait de la porte un peu plus à chaque seconde, et il ne lui faudrait pas longtemps avant qu'il finisse par sortir de la pièce. Ignorant ma faiblesse, j'ai concentré ma volonté pour pouvoir m'enfuir de là. Maintenant, le visage de Bonne Nuit était presque entièrement passé par la porte quand je suis parti en direction des escaliers qui se trouvaient à côté de la chambre de Liam. Faisant aussi attention que possible pour ne pas trop m'approcher de lui, j'ai atteint la rampe et j'ai dévalé les escaliers aussi vite que j'ai pu. Mais malheureusement, mon pied s'est accroché à la dernière marche. C'était suffisant pour me faire perdre l'équilibre et ma tête a heurté l'un des accoudoirs du canapé. Et ce fut le noir. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté là inconscient, mais j'ai été réveillé par le bruit de coups. Je me suis assis sur le canapé et j'ai immédiatement ressenti le pire mal de tête que j'ai jamais eu de ma vie. Les coups ont continué. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que quelqu'un frappait à la porte. Je me suis levé et fis 2 pas vers l'entrée avant de me souvenir de ce qui s'était passé. J'ai levé les yeux vers les escaliers en m'attendant à voir Bonne Nuit surgir d'un instant à l'autre, mais la créature était partie. À moitié encore assommé et ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai continué jusqu'à la porte d'entrée avant de l'ouvrir. De l'autre côté se tenait un grand policier me présentant sa plaque. Il avait un bloc-notes sous le bras. Il me fit un signe de la tête mais ne sourit pas. Il m'a ensuite demandé mon nom et je lui ai donné. Il m'a dit qu'il était ici à la demande de l'assistance sociale de l'hôpital et qu'il aimerait inspecter la chambre de mon fils. Je m'écartai de la porte pour le laisser entrer. Je refermai la porte derrière lui et nous sommes allés en direction des escaliers. Je ne voulais pas m'approcher du 2e étage après ce que j'avais vécu.
Mais si je me serais mis à lui parler de bonne nuit, cela affecterait sans aucun doute mes chances de récupérer Liam le plus tôt possible. Je l'ai emmené jusqu'à la porte de la chambre encore ouverte et nous sommes entrés. Bonne nuit n'était pas là, bien sûr. L'officier a sorti le bloc-notes de sous son bras et m'a posé quelques questions, auxquelles j'ai répondu du mieux que j'ai pu. Il a griffonné quelques notes sur le papier pendant que je parlais. Il s'agenouilla ensuite et se mit à examiner le lit de Liam. « Avez-vous fait quelque chose dans cette pièce depuis que vous avez amené votre fils à l'hôpital » demanda l'officier. « J'ai fouillé dedans pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, lui ai-je dit. »« D'accord, mais avez-vous changé les draps ou quelque chose comme ça ?»« Quoi ? Non. J'ai fouillé son lit mais je n'ai pas changé les draps. »« Avez-vous entendu des bruits suspects le soir où ça s'est produit ?»« Non, tout avait l'air normal. »« Votre porte d'entrée était-elle déverrouillée ?»« Non, je la verrouille chaque soir. »« Avez-vous confié un double des clés à quelqu'un d'autre ?»« Non. »« Y avait-il une fenêtre ouverte le soir où ça s'est produit ?»« Non, je me souviens les avoir toutes fermées. » Le policier hocha la tête. « Eh bien, il semblerait que M. Richardson avait raison. »« M. Richardson ? L'assistant social qui a été assigné à votre fils. Vous n'avez pas l'air d'être à l'origine de ça. Et votre fils a défendu votre cause en disant que vous n'avez rien à voir là-dedans. Nous lui avons demandé ce qui s'était passé, mais il nous a dit qu'il ne se souvenait de rien et qu'il s'était réveillé par terre à cause des douleurs dues à ses blessures dans le dos. Richardson m'a dit qu'il vous pensait innocent. Je n'ai pas trouvé de traces d'effraction. Je vais quand même aller voir avec les anciens proprios pour savoir s'ils ont encore un double des clés en leur possession. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Pourquoi Liam ne leur avait-il pas parlé de bonne nuit ? Pensait-il que ça allait jouer en notre défaveur ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'avait plus l'air de me considérer comme un suspect. Désolé de vous avoir dérangé. Je tâcherai de vous tenir au courant si j'ai une piste. Apparemment satisfait, le policier repartit à sa voiture. À cause de mon mal de crâne, j'ai décidé de prendre une aspirine et un café avant d'aller à l'hôpital pour récupérer mon fils. Ça s'est passé plus facilement que prévu. L'assistant social m'a fait remplir quelques papiers, puis il m'a conduit jusqu'à la chambre où se trouvait mon fils. Il ouvrit à peine la porte que Liam est venu en courant vers moi pour me sauter dans les bras. Nous sommes restés dans les bras l'un de l'autre pendant un bon moment, pendant qu'il me racontait tous les détails de son séjour à l'hôpital. Une fois sorti de l'hôpital, j'ai appelé mes parents en leur expliquant ce qui s'était passé avec Liam sans leur parler de bonne nuit. Je leur ai dit que Liam était trop traumatisé pour pouvoir revenir dans la maison et s'ils pouvaient nous héberger le temps que nous vendions la maison, ce qu'ils ont accepté avec plaisir. Je suis ensuite reparti chercher le strict nécessaire à la maison pendant que Liam m'attendait dans la voiture. Une fois cela fait, je suis parti acheter des pizzas avant de prendre la route en direction de la maison de mes parents. C'était il y a 2 mois. La maison dans laquelle j'ai élevé Liam est actuellement à vendre, et mon agent immobilier me dit qu'il y a un certain nombre de personnes intéressées. Je ne suis revenu que 2 fois depuis cette nuit-là. Une fois pour faire des cartons et prendre ce que je pouvais avec moi, et l'autre pour que les déménageurs puissent tout ramasser et le déposer dans un conteneur de stockage que j'avais loué à côté de la maison de mes parents. Les 2 fois, c'était au milieu de la journée et il ne s'est rien passé de particulier. Mon plan était que nous déménagions proche de la côte. J'ai toujours rêvé de vivre proche de la mer et je voulais aussi mettre le plus de distance possible entre moi et cette chose. Puis, la semaine dernière, je suis tombé sur un article dans le journal. Un homme de ma ville avait abattu sa femme. Selon le rapport, il avait dit avoir entendu sa femme hurler dans la chambre pendant qu'il était au salon en train de regarder la télévision. Il a ensuite saisi son fusil et s'est dirigé vers la chambre pour voir si sa femme était en danger. Une fois dans la chambre, il dit qu'il trouva un monstre en face de lui et qu'il lui tira dessus dans le feu de l'action. Après avoir tiré le coup de feu, le monstre s'évapora, le laissant voir sa femme qui gisait par terre au milieu de son sang. En état de choc, il finit par appeler une ambulance qui arriva escortée par une voiture de police. Elle fut déclarée morte sur place. Il raconta aux policiers ce qui s'était passé, mais personne ne le croyait. Mais il semblait tellement convaincu qu'il disait la vérité qu'une évaluation psychologique a été ordonnée avant que des accusations formelles ne soient déposées. 3 jours plus tard, on l'a retrouvé mort pendu dans sa cellule. L'affaire fut classée après ça, mais j'étais sûr d'une chose, c'était qu'il s'agissait de Bonne Nuit. D'après mes recherches et des témoignages que j'ai pu trouver, Bonne Nuit devait vivre dans une dimension parallèle et il avait trouvé le moyen de venir dans notre monde, mais seulement pour une durée limitée. Il semblerait aussi qu'il puisse nous voir et faire un repérage des lieux avant d'apparaître. J'entretiens des correspondances sur un forum avec des gens qui ont vécu la même chose que nous et je continue mes recherches sur ce phénomène. J'aimerais que l'on puisse mettre cette chose hors d'état de nuire avant qu'elle finisse par nous retrouver ou faire d'autres victimes.